Salut à tous, épisode 7 avec la movie star d'Alejandro Valverde vieillissant, avec Marc Soler et Enric Mas. Ce sont les trois hommes que vous avez là sous les yeux. Et puis on va s'intéresser à Tirreno Adriatico. On va aussi aller s'intéresser à Milan-San Remo. Très excitant parce qu'on n'a pas des gros moyens, donc il va falloir voir ce qu'on est capable de faire. On terminera avec les 3 jours de Bruges-La Panne et avec des régènes aussi à observer dans cette partie qui sont intéressants, le jeune Prieto, le Colombien, et également le Belge Emilio Nowen, qui avait joué un rôle assez intéressant sur les Strade Bianche, profil DF Trek. Vous pouvez obtenir ce variant sur la World DB. La terminaison est 2018 DF Trek. On voit ici une attaque assez énorme de Jesper Stuyven. On n'est pas surpris. Vu la valeur du garçon. Nils Politt était également de la bataille, mais le plus fort ce jour-là était Jakob Fuglsang. J'ai essayé de m'accrocher avec Nowen, c'était pas évident. Au final, regardez, il essaye de dépasser ici, voilà, dans le fin du mur de Sienne, et puis en fait, derrière le tournant, impossible de dépasser. Parfait. Valverde viendra chercher une 5e place, et puis après on avait eu aussi Paris-Nice, où les malheurs relatifs de Ivan Garcia Cortina, qui est 2 fois 2e. Alors certes, du coup, il a porté un jour le maillot jaune, c'est sympa, le leader, mais bon, ça vaut pas une victoire d'étape, c'est pas grave, on essaiera de se refaire par la suite. Voilà, il y a aussi des top 5 pour Garcia Cortina. L'étape 6, que j'ai trouvé un tout petit peu décevante par rapport à ce qu'elle peut apporter. En revanche, l'étape 7 n'a pas déçu. Ça a été un festival pour Enric Mas. Enric Mas qui, voilà, en effort curseur à toute fin, va comme ça se détacher de Warren Barguil et s'envoler au général pour l'emporter. Et ce n'est pas le lendemain la victoire sur la promenade des Anglais de Mathieu Van Der Poel qui changera quoi que ce soit. Enric Mas réalise un super début de saison, 3 victoires sur épreuve par étape, notamment, on verra la suite dans l'épisode 8, il sera en Catalogne, ainsi que Marc Soler qui est par contre notre leader sur Tirreno Adriatico. Donc, je vous avais parlé, de toute façon c'est simple, on retrouve beaucoup, ou quasiment les mêmes, non, presque pas, parce qu'en fait il y a Bissegger que j'ai fait intervenir ici sur Tirreno, mon sprinter suisse, piqué à la IF1. C'est presque les mêmes protagonistes que sur les Strade Bianche. Je fais très souvent l'inscription des mêmes sur Strade Bianche et sur Tirreno, alors qu'un autre groupe de coureurs va sur Paris-Nice dans le même temps en quelque sorte. Et donc là sur cette étape 1, on a des petites ambitions, des petites ambitions de sprint. On aperçoit aussi Sylvain Dillier, notre recrue. Je suis allé chercher des Suisses, je suis content aussi d'avoir le jeune Jakob qui devrait nous aider sur pavé. J'aime bien ce profil de coureur. Entre Jakob, Nowen, Oliveira, Dillier, on a quelques arguments autour d'Ivan Garcia Cortina pour les classiques à venir dans l'épisode suivant. Toutefois, voilà, dans cette fin d'étape, on va essayer de préparer le sprint pour Bissegger. J'ignore s'il est préférable de finalement fabriquer un train. On aperçoit le train de la UAE, on aperçoit le train ici aussi de la Deceuninck Quick-Step. Vaut-il mieux que dans notre position on monte un train, ou vaut-il mieux qu'on essaye d'y aller un peu comme ce qu'a fait Laporte, c'est-à-dire qu'il a pris une roue et il est allé s'imposer finalement astucieusement après avoir pris la bonne roue. On aperçoit aussi un gros Wout van Aert qui fait 2e, Caleb Ewan qui fait top 3, podium 3e, il complète. Voilà, à voir. Ce qui est certain, c'est que, vous voyez, j'ai décalé le pic de Soler, puisque Soler, ensuite, en 2e pic de forme, visera le Tour de France. Du coup, finalement, en ce tout début de Tirreno, il n'est pas sous pic de forme. Est-ce que ça a une importance particulière ? Non, aucune. L'important, c'est que Soler soit en pic de forme au moment clé. Moment clé de ce Tirreno, c'est l'étape 4. Étape 4 et éventuellement 5, plus le petit prologue final dont on reparlera. Là je m'étais pris une cassure avec Oliveira qui va rentrer. Il y a
pas mal de chutes, hein, des petites chutes par-ci, par-là. Il faut faire rentrer les coureurs. Pas d'émotion non plus particulière. On est là encore sur une étape de plaine avec une seule difficulté, mais si tu es très loin de l'arrivée, il y a ensuite aussi une micro-difficulté dans les 20 derniers kilomètres, mais là encore, il me semble pas que ce soit déterminant. Cette équipe est correcte. J'aime bien sa constitution. Elle aurait pu disputer un Tirreno, on va dire, plus conventionnel, c'est-à-dire avec le TTT hein, au début, le contre-la-montre par équipe qui sert de nombreuses fois de prologue, mais ça n'était pas le cas hein, sur cette édition 2020, profil 2020 de Tirreno donc, et on va essayer là encore, je m'y reprends, hein, on lâche pas l'affaire, on va encore essayer après avoir quel est le leader dans les roues de sprint de coureurs majeurs du général, on va essayer d'aller comme ça s'imposer avec Bissegger qui va encore faire deux. Voilà, il va encore être battu, l'ami Bissegger. Cette fois-ci, pas grand-chose à dire, hein, n'est-ce pas quand on est battu, quand on est battu par Gaviria, il n'y a pas de quoi pleurer. Voilà, donc Iwan derrière, bref, les meilleurs sont là. Il y a eu une jolie répartition. Tiens, on peut féliciter virtuellement le jeu pour la répartition des sprinters entre Paris-Nice et Tirreno. Le plateau a été divisé en deux et il y avait des deux côtés de très 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 beaux sprinters. On avait vu à l'épisode précédent Van Der Poel, même si ce n'est pas qu'un sprinter, mais Van Der Poel, Sagan, Groenewegen, on avait vu comme ça Matteo Trentin également, Arnaud Démare qui était présent sur Paris-Nice. Là où sur Tirreno, on a deux très très jolis clients, Viviani, Gaviria, Iwan. Est-ce qu'on doit considérer Wout van Aert comme un sprinter? En tout cas, il est capable de finir, hein. Mais c'est pas un sprinter pur. Et puis aussi, peut se poser la question, vous savez, on en avait déjà parlé, c'était donc il y a quelques semaines, hein, c'était la répartition des gros leaders entre Tirreno et Paris-Nice. Alors ça, c'est un sujet qui est un petit peu plus délicat, en ce sens que j'ai souvent remarqué que globalement, ouais, il y a globalement déjà, hein, il va falloir supprimer des adverbes dans la phrase. On a peut-être un plateau plus relevé au niveau des leaders sur Tirreno, en tout cas de façon générale, que sur Paris-Nice. En tout cas, c'est une tendance du jeu. Vous avez vu ici, il y avait Roglic qui avait chuté, il y a également Jakob Fuglsang qui était tombé, donc il y a toute l'équipe qui est au boulot pour essayer de ramener ce petit monde. Devant, ce que j'ai vu, c'est que ça roule. Tiens, c'est amusant de constater que l'IA a tendance parfois à rouler alors que certains gros coureurs ont chuté. Ça se passe pas seulement contre nous, si jamais c'est nous qui chutons. Mais c'est assez amusant de voir que ouais, l'IA elle essaie d'en profiter. Après, en fait, sur cette chute, Roglic en sortira indemne et Jakob Fuglsang en revanche, je crois, sera impacté au niveau du général. Hein. Donc ça n'a pas été anodin, mine de rien. C'était un fait de course qui a son importance. Et je vais essayer, moi, par contre, sur la difficulté là que vous voyez, parce que l'étape 3, elle est vallonnée, elle peut avoir de l'intérêt hein, pour nous. Hein. Cette étape peut permettre de, qui sait, gagner du temps, ou peut-être gagner l'étape, tout simplement, à voir. À voir, mais en tout cas, j'ai essayé d'accélérer. On a un groupe comme ça qui est très très restreint à l'avant. On a un petit peu plus d'une vingtaine de coureurs. Mais il reste, vous voyez, le reste de l'étape là, c'est assez vallonné. Et Gaviria et Laporte qui étaient encore là pour sprinter, hein, malgré les difficultés. Donc ça aura peut-être du mal à échapper à un sprinter, hein, cette étape-là. Même si voilà, ce qui reste est assez accidenté. Et voilà, je me décide à déjà à suivre, tout simplement parce que mine de rien, est-ce que Solaire est l'homme idéal pour suivre les punchers? Pas nécessairement. Prieto est encore jeune. Sylvain Dillier, eh bien, a des limites hein, sur le plan du
du terrain vallonné, il a ses limites, ce qui fait que Solaire va au final se retrouver un petit peu seul pour faire face aux offensives, parce qu'il y a eu pas mal d'accélération, des relances, bref, une fin de course très mouvementée sur voilà, cette étape 3. Regardez, ça part, et ça part violemment, hein. Et Solaire n'a pas les moyens réellement de réagir à cela. C'est plus un grimpeur, c'est un rouleur, mais c'est pas un puncher. Et de ce fait, ben, on se retrouve à un petit peu plus subir que quoi que ce soit d'autre. C'est pas grave, hein, on doit limiter la casse sur celle-là, essayer de faire quelque chose de joli à l'étape suivante, avec l'arrivée au sommet, mais celle-là est pas réellement pour nous. Donc on va s'accrocher. Voilà, regardez, ça part encore une fois. Voilà, c'est assez violent. Wout Pulse, notamment, il y a, voilà, moi je roule un petit peu quand même pour essayer de recoller. Après, voilà, il y a quelqu'un qui va reprendre le flambeau, mais globalement, les coureurs sont très fatigués, hein. Cette débauche d'énergie liée à ces nombreuses attaques aura pas mal écrémé même ce petit groupe, et en tout cas aura vidé les forces de pas mal de ces coureurs-là. Regardez, Gaviria qui est présent. Gaviria qui est présent, mais l'homme qui s'était échappé auparavant va garder son avantage, c'est Diego Ulissi. Et quant à Solaire, il va terminer dans l'anonymat de ce groupe d'une vingtaine de coureurs. Pas d'importance, c'est pas grave du tout. C'est pas grave, on n'avait pas prétention de gagner cette étape-là. Il aurait fallu avoir un très bon puncher. Le meilleur puncher de mon équipe à ce stade-là de la partie, ce serait Higuita en fait. Voilà. Higuita que j'économise pour des raisons stratégiques, pour le nombre de jours de course, pour qu'il puisse jouer peut-être sur 2 tableaux à Liège et sur le Giro où il secondera Henrik Mas. Donc je suis en fait en train de lui élaborer son pic de forme, hein, à Higuita. On en parlera là aux alentours de la 30e minute. Je vous dirai avec précision quand est-ce que ça va tomber et ce que j'ai pensé comme modification de. Parce que vous savez que j'aime bien au mois de mars-avril, revoir ma copie, hein, et essayer d'ajuster certaines choses parce que déjà j'ai plus de lisibilité sur est-ce qu'il y a eu des blessures ou pas. Bon, il peut toujours en survenir au dernier moment, mais ça on n'y peut rien. Mais voilà, faire un réajustement de planification au mois de mars, c'est toujours utile, j'estime en tout cas. Euh, Nowen lâche, il a été généreux dans l'effort de protection jusque-là, et, euh, et on prépare le terrain pour Solaire, hein. Très clairement, c'est Solaire qui devra peut-être être secondé par Prieto, hein. C'est une possibilité en tout cas. On voit ici Wout van Aert qui se crève. Quel moteur, mais quel moteur ce Van Aert. Il m'impressionne tellement que ça fait 2 ans que j'ai pas joué avec Wout van Aert et je finirais presque par avoir envie de le recruter dans une partie, mais le problème c'est qu'il est tellement fort que il faut choisir un endroit où il ne marchera pas sur les plates-bandes soit de régène qu'on a envie de développer, soit de très bons coureurs qu'on a déjà. Bref, voilà, il y a toujours des choix à faire. Il y a à peu près 200 000 coureurs que j'aurais envie de prendre. Et puis à l'arrivée, il n'y en a pas tant que ça que je peux décemment oser prendre. Valverde est chargé ici de surveiller ce qui peut se passer. Bon, pour Dillier et Bissegger, l'histoire elle est terminée, hein. Valverde, donc Oliveira et Prieto sont les derniers soutiens de Solaire. On arrive pas loin de l'ascension finale. Ça sert à rien de s'exciter parce que de toute façon, c'est dans cette ascension-là que les choses vont se jouer. Donc il faut juste arriver à économiser Solaire, pas partir de trop loin, pas vouloir trop en faire, garder le maximum de barres jusqu'au dernier moment, j'avais envie de dire, puisque on sait que dans les derniers kilomètres ou hectomètres d'une étape comme celle-ci, parfois on peut hmm, gagner des secondes très importantes, quoi, hein. Donc pas hésiter à être prudent, à être patient. C'est un peu difficile puisque quand on joue à PCM, des fois on a envie de s'enflammer, on a envie d'attaquer, de faire preuve de panache. Ouais, mais là, je suis obligé de gérer. Là, je suis obligé de gérer. Le panache, ce sera une autre fois. On va rester bien calé, protégé par Oliveira, calé au contact des tout meilleurs. On aperçoit notamment Roglic, hein, qui est bien,
qui est bien présent là. Pour Astana également, il y a du monde. Soler, Oliveira, on va se méfier. Vous voyez, j'adapte l'effort. Je veux pas me brûler parce que je trouve que ça tarde un petit peu à passer à l'offensive sur cette étape-là. Donc on va pas s'énerver. Et peut-être que quand même ce serait le moment d'y aller. Voilà. Allons-y. Là, il reste peu de temps et peu de kilomètres avant l'arrivée. Il y a peut-être moyen de faire un putsch parce qu'il reste de la barre hein, pour Solaire. Et c'est la contre-attaque, évidemment, immédiate de Roglic, avec Nibali dans sa roue, avec Yates, avec Bauke Mollema également. On est pas mal. On aperçoit également Miguel Angel Lopez, bien évidemment, pour le compte d'Astana. Alors, il est pas si mal que ça, Solaire, à ce stade. Hein. Il est pas mal. Hein. Il y a juste Roglic qui paraît délicat à rattraper, mais les trois autres, on peut arriver à se les faire. Hein. Donc, attention, on va libérer notre effort au tout dernier moment, quand ça paraîtra le moment adéquat pour essayer de gagner du temps, ou en tout cas ne pas en perdre. Voilà, enfin, c'était difficile de résister déjà. Hein. Donc, victoire de Roglic sans qu'il y ait quoi que ce soit à dire. Podium quand même de Solaire sur cette étape qui était difficile et disputée avec une IA plus intelligente que parfois, puisqu'elle ne s'est pas perdue en attaque invétérée. Au final, j'y suis allé en effort curseur. Peut-être qu'il fallait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Ce qui fait qu'en tout cas, Solaire se retrouve quatrième là. Hein, au soir de l'étape 4. Il est quatrième, ce qui n'est pas ridicule. Et à voir un petit peu de quelle manière l'étape 5 peut nous permettre de choper le podium. On va voir en tout cas. Hein. Il n'y a pas d'objectif sponsor sur Tirreno. À partir du moment où il n'y a pas d'objectif sponsor, c'est juste pour le plaisir. Mais l'étape 5, elle est, vous savez, de cette veine-là, des étapes surexcitantes dans la région comme ça, qui bordent l'Adriatique sur sa partie quoi, est, voilà, sur la partie est de la partie supérieure de la botte, quoi, hein, si la botte italienne est visualisable. On a comme ça, dans l'approche du final de Tirreno, souvent ce type d'étape, et ça nous fait penser forcément à du Giro également. Hein. Je m'étais posé la question, en jouant ce Tirreno là, je m'étais posé la question, parce que l'étape elle me fait beaucoup penser à, je sais pas, il y a une étape aussi en 2013 qui ressemble, il y a une étape aussi en 2014 qui est très très difficile, qui est terrible, que je vous avais proposé l'année dernière sur PCM 19. Il n'est pas dit qu'un de ces jours on se la reprenne pas dans une des carrières. Et elle fait penser aussi à l'étape 10 du Giro 2020 ou même à l'étape 12 du Giro 2020 qui sont des étapes mortelles comme ça, où il y a comme ça des côtes, des véritables murs qui se succèdent et sur lesquels, avec de bons punchers, ce qui n'est pas notre cas, hein, ce qui n'est pas du tout notre cas ici. Hein. On n'a pas de puncher réellement capable. Mais avec de très bons punchers, les courses peuvent vraiment exploser. Hein. Et les tout meilleurs ont éventuellement du mal à suivre. Hein. Donc, très intéressant, ces profils comme cette étape 5 là me plaisent beaucoup. Je les trouve peut-être les endroits où sur PCM on peut faire le plus de boulot pour récupérer du temps au général, par exemple. Hein. Donc là, je tente non pas un putsch, mais au moins une petite accélération par Solaire pour voir un petit peu ce que les autres ont dans le ventre. Hein. C'est histoire d'eux. Donc, pas partir de trop loin non plus et s'épuiser. Je pense pas que ce soit opportun. Regardez, voilà, il y a Wout van Aert, toujours le poumon qui revient et qui empêche. Mais il a vraiment deux poumons, lui. Hein. Il est incroyable. Il a quatre jambes, trois vélos. Il est invraisemblable. Parce que malgré. Là, je suis en attaque. Hein. J'étais en attaque en tout cas, et puis après, je suis passé en effort relais. Mais j'ai attaqué très très fort. Et la note d'accélération combinée aux excellentes notes de Vallon notamment et de résistance de Van Aert lui ont permis de reprendre Solaire, mais tranquille quoi. Hein. Donc excellente maîtrise de course du team Jumbo Visma, puisque Van Aert évidemment fait tout ça pour le leader et probable futur vainqueur Primoz Roglic. Il y a un petit mur hein, final. Hein. On n'est pas sans ambition hein, sur ce mur-là.
Je peux pas m'empêcher, même si Solaire n'est pas puncher, je peux pas m'empêcher d'essayer de voir si on pourrait pas tenter un truc. Regardez, on s'est fait accompagner. On a été accompagné par Jacob Fuglsang. Est-ce que Fuglsang va rouler? Ça pourrait, le coup pourrait partir à deux. Il y a Ben Hermans derrière, mais il est en galère. Je sais pas s'il arrivera forcément à rentrer. Et le problème, c'est que j'aimerais le relais. Je souhaiterais un relais de Fuglsang. Il faudrait collaborer là. Et il collabore pas vraiment. Il collabore pas vraiment. Vous voyez, il est relevé. Voilà, il est relevé. Donc, à aucun moment il n'a joué le jeu, Fuglsang. Et bah, c'est pas du tout une bonne chose pour nous, hein, parce que on a tenté quelque chose, ça n'a pas abouti. Je suis sûr qu'il manquait pas grand chose. Avec Tim Whelan, cette étape, j'allais la chercher et je prenais du temps en fait. C'est pour donner un exemple. Hein. Prendre Dylan Tuns, c'est la même chose. Hein. Ou Schachmann, etc., etc. Et du coup, à la fin, à ma grande surprise désagréable, on va même se faire surprendre par un Roglic qui aura bu du petit lait pendant toute l'étape. Euh, peinard, le boulot tout assumé par Wout van Aert. Roglic, il a eu qu'à accélérer dans la dernière bosse et il s'impose. Avec quand même une deuxième place assez glorieuse pour Solaire. Solaire qui d'ailleurs du coup prend la deuxième place pour pas grand chose au général. Cette deuxième place sera dure à défendre parce que derrière il y a Geraint Thomas notamment. Prologue, ça peut faire des dégâts hein, sur l'étape 7. C'est pas encore l'actualité, l'étape 7, là c'est l'étape 6. Du coup, l'étape 6, c'est l'occasion de encore faire mumuse un peu avec Bissegger, notre sprinter. J'aime beaucoup ce choix. Je suis très très content d'avoir Garcia Cortina d'une part, d'avoir Bissegger d'autre part, et d'avoir aussi Rojas, hein, le vieux Rojas, qui est bon ouais, plutôt sur la fin, on sait pas, peut-être même d'ailleurs il prendra sa retraite. J'en ai déjà vu un ou deux annoncer qu'ils prendraient leur retraite là dans la partie, je vous dirai prochainement qui sait. Il n'est pas dit qu'on n'ait pas même Valverde. Hein. On aura sûrement des coureurs qui vont se retirer. Hein. Si c'est pas cette année là, en 2021, ce sera en 2022. Parce que même on pense à Jürgen Roelands. Hein. Il y a comme ça euh, pas mal de types qu'on va renouveler. Ça fait aussi un point commun avec la partie Trek, hein, où il y a comme ça un certain nombre de coureurs qu'il faut renouveler. Et, il y a le futur entre guillemets à préparer. J'ai tenté, vous avez vu sur cette étape 6, j'ai tenté d'échapper avec Prieto en me disant de toute manière que Bissegger était la solution de repli idéale pour une arrivée au sprint éventuelle qu'on peut plus que présumer. Et malheureusement, ouais, le champ n'a pas été laissé pour s'échapper. C'est bien regrettable parce que j'ai vachement collaboré avec Prieto. J'essaie vraiment d'aller chercher une victoire d'étape sur quelque chose avec Prieto, qui est en disette sur lequel je sens un vrai potentiel. Je pense que ça peut être un futur crack. Et bon bah voilà. Ça va pas le faire non plus au sprint. Ici, on va faire 3 et 4, ce qui est pas dégueu non plus, mais on se contente de place d'honneur en fait. Hein, sur ce Tirreno, on n'a pas gagné d'étape. Par contre, on a pris des podiums. Et au général, on a quand même quelqu'un qui est situé très très favorablement avec quand même une avance qui est ridicule. Hein. 4 secondes sur Geraint Thomas, 6 secondes sur Simon Yates. Autant dire qu'avec le plus 3 prévisionnel de Solaire, c'est important, je le dis, plus 3, vous voyez, le détail, il est là. Détail du prévisionnel. D'ailleurs, c'est même du plus 4 si on regarde les détails. Donc, Solaire devrait avoir une super forme du jour. Il y a peut-être le podium à aller chercher. Ah oui, autre truc qui me donne du plaisir là, par rapport à ces régènes ou par rapport à ces jeunes coureurs en général. Nowen qui a pendant un temps tenu l'intermédiaire. Bissegger qui a fait un joli temps aussi, provisoire en tout cas. Hein. Même Prieto n'a pas été finalement si ridicule que ça. Par contre, le crack Oliveira, qui est un spécialiste rouleur, hein, Oliveira, hein, je l'attendais, mais malheureusement, on n'arrive pas à déboulonner Van Aert, hein, qui est bien bien fort. Et là, c'est la cata. Regardez la forme du jour de Solaire. C'est la première fois que ça m'arrive sur PCM 2020 de constater un plus 3 prévisionnel avec même un détail à plus 4, je vous l'ai montré juste avant, et avec quand même, pour finir, moins 3 de forme du jour effective, quoi. Donc là, le delta de 6 points, bah, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Voilà. Je l'avais vu, pour moi, la fenêtre, elle était de moins 5, plus 5.
on pouvait, vous voyez, par rapport à la prévisionnelle, on pouvait aller entre -5 et +5 par rapport à ce qui était prévu. Mais j'étais très très loin d'imaginer qu'on pouvait aussi faire -6. Donc c'était quelque chose de très nouveau pour moi. C'est pour ça que je le dis bien, parce que si jamais vous le remarquez que ça vous est arrivé également, ça m'intéresse beaucoup de le savoir. Je veux bien, je veux bien avoir le retour de vos expériences à ce niveau-là, parce que les histoires de forme du jour, c'est quand même capital. Ça va nous coûter évidemment même le top 5, hein. On va se faire rétamer là-dessus. Solaire à -3, évidemment, c'était très difficile. C'était pas évident du tout. Voilà. Bon, c'est pas non plus le drame de l'année, hein. C'était pas un objectif sponsor. Mais donc le -6 entre le prévisionnel et l'effectif, ça c'est quelque chose vraiment de remarquable et dont je me souviendrai un certain temps, je pense. Voilà. Au niveau des objectifs, donc, vous voyez, on avait 5 objectifs déjà réalisés, et il y en a 2 qui s'annoncent, dont un qu'on va bientôt aborder. Milan-San Remo, non sans avoir fait un tout petit point. Je ne vais pas parler d'Higuita tout de suite, hein. Même si, regardez, voilà, on regarde un peu, là je vais déjà rajouter Pays Basque, on fera un point un petit peu plus précis un petit peu plus tard, parce que je commence à avoir une idée qui germe en fait avant Milan-San Remo, et j'avais envie de voir mes calculs, comment est-ce qu'ils pouvaient se faire, bref. J'étais tenté par, vous savez, le petit montage que j'ai fait pour Nibali dans la partie Trek. Voilà. C'est-à-dire être à la fois bon sur Liège et Giro pour Higuita qui peut réellement gagner hein, peut-être un grand tour déjà dès cette année, quoi. Milan-San Remo. Ah, ça c'est important. Milan-San Remo, où honnêtement, quand vous voyez l'équipe que j'ai là, on n'est pas favori, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. On est très très loin d'être favori. Et évidemment que je vais jouer pour Ivan Garcia Cortina, parce que c'est ma seule chance. C'est ma seule chance, c'est d'arriver au sprint, réduit ou pas. Mais ma seule chance, c'est de jouer le sprint avec Garcia Cortina, hein. Je vais pas partir à la cabine téléphonique avec Roland et terminer vainqueur, hein, je pense, hein. Ni Pestelberger, le pauvre, qui est pas dans une très très grande forme, hein. Donc voilà, un début anodin. On se retrouve ici. Voilà, on passe sous le tunnel. Toujours intéressant cette image, je la trouve très très jolie. Là, voilà, hop, là, on ressort de l'autre côté. Et ensuite, c'est le bord de mer pour la très 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 longue route qui terminera sur la Via Roma à San Remo. Donc, Nowen a subi une chute, malheureusement. Gaviria également faisait partie du lot. Le Sylvain Dillier en très très mauvaise forme, de toute façon, il n'a aucun rôle à jouer dans le final. Du coup, je l'ai rapatrié pour peut-être essayer de faire remonter Nowen. On voit également UAE qui se met au boulot et qui essaye de remonter Gaviria, mais j'ai pas envie de me faire piéger. J'aimerais devancer le moment où Gaviria va rentrer, parce que lui, il va sprinter, il va rentrer de suite. Du coup, ça a été une longue bataille pour faire réintégrer le peloton à Nowen. Et au final, je me demande à quoi ça a servi. Pourquoi pourquoi je dis ça? C'est que Nowen, le pauvre, ça lui a vidé la barre. Et surtout, il n'arrive pas à la reconstituer. C'est là que vous voyez le coureur jeune qui manque d'endurance, parce que il a payé mais hyper lourdement cet effort. Donc Dillier déjà est lâché, Nowen ne tardera pas à suivre. Il faut compter sur les 5 autres, hein, en fait, hein, pour le final. On est dans la Cipressa avec Oliveira peut-être en, en aide principale de Garcia Cortina, pas pour lancer le sprint, on l'a compris, mais peut-être plutôt pour l'emmener dans le podio, hein, pour le protéger. Pustelberger n'est pas non plus ridicule à ce niveau-là. Il faut tenter notre chance. On est ici, entre la Cipressa et le Poggio. Il faut essayer de se replacer. Il faut essayer de se replacer parce que j'ai quitté la descente de la Cipressa un petit peu loin, hein, je trouve. Regardez, voilà, on est un peu reculé. Il faut dire que ça a accéléré énormément. Tout le monde veut se replacer pour aborder le Poggio dans les 10-15 premières positions, donc très très réaliste au passage. Allez, il faut remonter peut-être ici, voilà, sur la partie droite de la route grâce à Pustelberger, à Roulands également, qui vont nous resituer. Voilà, très très bien. On est resitué au pied du Poggio, ça a été dur, j'ai cru qu'on allait
qu'on n'allait pas réussir à se replacer. Il faudrait que Cortina aille chercher la bonne roue, voilà, la roue d'Oliveira, avec le bon boulot ici de Pöstlberger. Pöstlberger, à qui il ne reste plus beaucoup, mais en effort maximal, voilà. Oliveira va essayer de permettre à Garcia Cortina de s'échapper derrière sa plante. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça plante? Vous allez voir, ça ne va pas durer, ça va pas durer. Il y a GVA qui va revenir ici. Il va avoir aussi Krag Andersen et Lutsenko dans la roue. Ça sort à 5 après le Poggio. Ça sort à 5. Du coup, tactique immédiate. Garcia Cortina dans la roue de Van Avermaet. Oliveira, effort maximal, peu importe. Ce qu'il faut, c'est emmener ce groupe d'une manière ou d'une autre pour réduire les chances des poursuivants de nous rattraper. Surtout qu'il y a Kwiatkowski, on aperçoit, qui est rentré. Kwiatkowski qui va participer, voilà, au final à 6 en définitive. C'est le moment d'y aller. C'est le moment d'y aller pour Garcia Cortina. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va le faire? Il y a Kwiatkowski, Krag Andersen et Garcia Cortina qui garde un vélo d'avance et s'impose sur la Via Roma. Honnêtement, gros moment pour moi que cette victoire sur Milan-San Remo avec ce jeune coureur pas encore développé, puisque on est seulement en année 1 pour lui dans la partie avec Movistar. Hein. C'est sa deuxième année, mais je n'ai pas trouvé qu'il ait beaucoup évolué en plus au cours de la première. C'est pas très bon signe, on verra bien. Vu de derrière, que s'est-il passé? Pourquoi est-ce que Van Avermaet a eu un tel trou à boucher? C'est très simple. En fait, c'est Cofidis qui lâche le truc là avec Consoni et du coup qui oblige d'autres coureurs, on voit Philipsen aussi qui n'en peut plus. On voit quelques coureurs obligés de réagir ici. On voit Tim Wellens aussi qui va apparaître bientôt. Quand Nielsen a été dans l'incapacité d'aller plus loin, ce qui a aussi embêté Kwiatkowski. Hein. Kwiatkowski n'a pas pu avoir une roue sympathique pour accrocher ses 5 hommes, ce qui fait que ce qu'il a consommé pour rentrer, il l'a pas consommé pour sprinter, hein, fatalement. Hein. Et voilà, ici, il rentre, voilà, Tim Wellens qui est là, Kurt Nielsen. Peut-être le cut, il se fait ici, en fait. Voilà, Kurt Nielsen pas capable de suivre Nielsen, Wellens, ou alors pas désireux de le faire. Il a peut-être choisi une autre stratégie, puis après, c'est sûr qu'il fallait absolument devancer ce sprint, ne pas attendre les 500 derniers mètres, où on serait peut-être fait avoir par Krag Andersen. Elle était chaude, mais je m'en souviendrai comme un de mes meilleurs Milan-San Remo là sur 2020. J'ai bien aimé. Le seul truc qui m'a fait flipper, c'est le moment où Oliveira s'échappe seul avec Cortina. Non, surtout pas. Finalement, ça s'est très bien repris. Donc très satisfaisant. Milan-San Remo, voilà. Allez. Higuita, parlons-en. Il est à 26 points et quelques à ce stade-là. De sa préparation de pic qui est on est le 23 mars, le pic il est théorique prévu à Liège mais ce sera pas le cas, je l'ai décalé. On a 26,4 voyez au 23 mars au matin. L'objectif déclaré nous donnera un petit bonus qui devrait permettre d'être quand même assez compétitif sur Liège-Bastogne-Liège. Ça veut dire tout ça pour un jour de course. Ouais mais c'est Liège. Après, vu qu'on est au-dessus des 95%, chaque jour d'entraînement vaut 1,5 points. Les courses valent 3 points et les stages valent 2 points. À ce stade, on a 60 points à accumuler encore jusqu'à Liège. Hein. Ce qui veut dire qu'au matin de Liège, on se retrouverait avec 86,4 points. Donc pas de pic de forme déclenché, puis un pic de forme sur le Giro qui par contre apparaîtrait un peu avant le Giro. Et toute la question c'est ah ouais mais c'est nul, c'est trop tôt et tout ça tout petit. Et ben pas tant que ça. En fait il y a un avantage à faire ça, c'est que il sera sous pic une bonne partie du Giro déjà, donc ça c'est déjà une très bonne chose. Et en plus, n'oublions pas qu'avec Higuita, on vise peut-être davantage le Tour de France que le Giro où il sera quand même le second derrière Mas. Donc l'avantage c'est que avec un peu de retard, il reste 10 jours de course sur le Giro pour avoir un pic parfait sur le Tour de France, surtout que derrière je lui ferai faire la Vuelta. Donc calcul un peu bizarroïde et tordu, mais qui devrait payer. Et puis on va se quitter pour cet épisode, avec les 3 jours de Bruges-la-Panne, sur lesquels, évidemment, pour qui vous voulez que je joue? Je vais jouer pour Garcia Cortina au sprint, parce que durcir la course c'est très délicat.
c'est même quasi impossible. On voit Jakobsen, attention à Jakobsen notamment. Van Poppel aussi, bref, il y a des petites choses. Van Poppel avait surpris Cortina sur Kurn-Bruxelles-Kurn, hein. Donc méfiance, parce qu'on n'a pas envie de se faire avoir 2 fois par le même. Hein. Je veux bien perdre par rapport à Jakobsen, mais pas 2 fois par Van Poppel. Donc, ok, on a ici essayé de durcir un poil. Bon, mais on se fait aucune illusion. C'était juste pour la forme, hein, pour voir aussi quand même s'il y a moyen de rouler et de laisser des gens à distance qui pourraient être soit des équipiers de très bons sprinters au cas où on est gagnant, ou bien même quelques sprinters qui se seraient perdus un petit peu, on sait jamais, hein, qui se prennent la cassure et qui perdent de l'énergie pour rentrer ou qui n'ont pas les moyens de rentrer. Bref, vous voyez, il y a quand même toujours un intérêt à rouler pour réduire à 60 coureurs plutôt que 120. Bon, après, je me fais pas d'illusions, voilà, vous voyez, après j'ai dû m'arrêter parce qu'il restait trop à rouler et je me suis axé plutôt sur la préparation du sprint. Hein. Préparer le sprint, en fait, c'est très difficile hein, d'éviter le sprint massif sur les 3 jours de Bruges-la-Panne. Honnêtement, peut-être un de ces jours j'y arriverai, mais là... En plus, on a Garcia Cortina, hein, à la limite, on n'est pas si mal loti. Il doit pouvoir le faire, hein, Ivan. Allez, on va le libérer, mais au bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Voilà, il a été magnifiquement emmené par Dillier qui a fait un job de malade. Et il va nous convertir tout ça avec assurance. Est-ce que finalement, je rigole, hein, est-ce que finalement la victoire sur Milan-San Remo n'aurait pas débloqué mentalement le sprinter Ivan Garcia Cortina et que maintenant on s'attende à quelques victoires, c'est ce qu'on verra par la suite. On retrouvera ses Classic Man sur GP3, etc., etc. Puis je vous proposerai aussi un joli tour de Catalogne sur Profil 2017 à l'épisode 8. Voilà, je vous dis à très bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui y sont. A plus, bon courage pour les autres. Bye bye.